Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question fondamentale. Qu'est-ce qui construit et qu'est-ce qui détruit le pouvoir politique? Les empires, les dynasties? Mhm. Et pour y voir plus clair, on va chercher les réponses chez un penseur assez incroyable, du XIVe siècle, Ibn Khaldoun. On va se concentrer sur le chapitre 3 de son œuvre principale, la Muqaddima. Un texte fondateur, oui. C'est ça notre source donc, un chapitre dense, qui décortique vraiment les bases de l'autorité, comment naissent les dynasties, comment elles meurent, le rôle du califat, l'organisation des États. Une vraie anatomie du pouvoir, comme vous disiez. Exactement. Et notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire les grandes idées de Khaldoun sur ces cycles de montée et de chute. On va parler de son concept phare, l'asabiyya. Oui, cette cohésion de groupe. Voilà. On va voir pourquoi le luxe peut être un piège mortel et suivre les étapes quasi inévitables qu'il décrit pour toute dynastie. Le but, c'est de saisir sa vision des dynamiques de l'histoire. Et c'est une vision qui reste pertinente. C'est assez fou, oui. Et pour nous aider à décrypter tout ça, notre expert est là. Parce que, franchement, la profondeur de cette analyse, pour un texte qui a plus de 600 ans, C'est assez stupéfiant. en fait, Ibn Khaldoun, il pose vraiment les jalons de ce qu'on appellerait la sociologie politique, l'histoire sociale. C'est un précurseur. Absolument. Ce chapitre 3 est passionnant parce qu'il ne fait pas que raconter des événements. Il essaie de trouver des lois, presque des règles naturelles, qui expliquent l'ascension et le déclin. Il observe, il généralise sur ce côté cyclique du pouvoir. Alors, attaquant le cœur du réacteur, l'asabiyya, ce fameux sentiment de groupe. Khaldoun dit que sans ça, impossible de construire un pouvoir solide à grande échelle. C'est ça? Il faut cette solidarité très forte, cette volonté de se battre les uns pour les autres. C'est plus que juste être nombreux. C'est vraiment le moteur initial. Parce que le pouvoir, l'autorité, c'est désirable. Ça apporte la richesse, les honneurs, la sécurité. Forcément, et ça crée de la compétition. Exactement. Donc il y a lutte pour l'avoir, pour le garder. Et pour gagner cette lutte, il faut cette force du groupe, cette asabiyya. Et il fait une remarque intéressante. Il dit que les peuples qui sont installés depuis longtemps, dans le confort, ils finissent par oublier ça. Ils oublient d'où vient le pouvoir. Pour eux, il est là, c'est tout. Ils ne voient plus la cohésion, les combats qu'il a fallu au début. Il prend l'exemple de l'Espagne de son temps, où, selon lui, cette force s'était un peu perdue. D'accord. Donc cette asabiyya, c'est d'abord les liens du sang, la tribule, ou ça peut être autre chose? Très bonne question. Alors oui, souvent la base, c'est les liens de parenté, le clan. Mais Khaldoun dit, et c'est crucial, qu'une idéologie forte, surtout une cause religieuse, Ah, ça peut démultiplier cette force. Une prophétie, une ferveur commune, ça balaye les petites jalousies, les rivalités internes. Ça soude les gens d'une manière différente. Et ça donne une puissance qui va bien au-delà du simple nombre. il donne des exemples? Oui, l'exemple historique majeur pour lui, c'est les toutes premières conquêtes musulmanes. Des armées souvent bien moins nombreuses qui arrivent à battre des empires énormes comme les Perses ou les Byzantins. Comment il l'explique? Justement par cette combinaison, une asabiyya tribale déjà forte, mais surmultipliée par cette foi intense, cette cause religieuse qui unifie tout le monde, qui donne un but suprême, qui fait qu'on a moins peur de mourir. D'accord. Et à l'inverse, il note que quand cette couleur religieuse, comme il dit, commence à pâlir dans une dynastie, eh bien elle perd cet avantage, cette force en plus, et elle redevient plus fragile. Fascinant. Et ça nous amène à une autre idée très forte de Khaldoun, cette notion que les dynasties ont une sorte de durée de vie naturelle. Limitée. Oui, il parle souvent de 3 générations, environ 120 ans, c'est ça, avant que le déclin s'amorce sérieusement. C'est une de ses thèses les plus connues, cette approche, presque biologique du pouvoir. Il voit un cycle assez récurrent. La première génération, Celle des fondateurs. voilà, les conquérants. Ils ont connu la dureté, ils sont endurants, courageux. La sabilla est au max, on partage la gloire, on est soudés. Ensuite, La deuxième génération, eux, ils naissent déjà dans le pouvoir. Ils commencent à découvrir le luxe, la vie plus facile, sédentaire. Le chef, lui, a tendance à vouloir tout pour lui, à monopoliser la gloire. La sabilla commence à s'affaiblir, mais bon, on se souvient encore des anciens, des exploits du début. C'est une transition. et la troisième. La troisième génération, là, c'est l'oubli total des débuts difficiles. Ils sont nés dans le luxe, la facilité, la rudesse, le courage, le sens du sacrifice collectif, tout ça c'est fini. La sabia a quasiment disparu. Ils deviennent dépendants, souvent lâches même, dit-il. Ils ont besoin de payer des soldats étrangers, des mercenaires, pour les défendre. Et là, C'est le début de la fin. C'est presque paradoxal, non?
c'est le succès même, le confort que le pouvoir apporte, qui contient les germes de sa propre destruction. C'est exactement ça le paradoxe que Khaldoun met en lumière. La force des pères devient, à cause du succès, la faiblesse des fils et petits-fils. Il affine même ce cycle en 5 étapes plus précises. Ah oui, oui d'abord. 1. Le succès, la conquête. On renverse l'ancien pouvoir. Le chef est un modèle. La gloire est partagée. Puis, 2. La monopolisation. Le chef prend tout pour lui, écarte ses anciens compagnons d'Assabiya, s'entoure de clients. D'accord. Ensuite, 3. La phase de loisir et tranquillité. On profite, on construit des monuments, on organise l'administration, les impôts. On fait étalage de sa puissance militaire. Le chef est encore maître de la situation. Puis, 4. Le contentement. On se satisfait de l'héritage, on imite les ancêtres, on cherche la paix. C'est un peu la stagnation. Et la dernière étape? 5. Le gaspillage. Dépenses folles dans les plaisirs. Mauvais conseiller. On détruit les anciens soutiens. On ne paye plus les soldats. C'est la sénilité, la décomposition qui mène à la chute inévitable. Et la taille de l'Empire, sa durée de vie, tout ça serait lié à la force de l'Assabiya, du groupe qu'il a fondé. C'est tout à fait sa logique. Plus la Sabilla de départ est forte et le groupe nombreux, plus on peut conquérir un vaste territoire. Et plus le pouvoir peut durer. Pourquoi ça dure plus longtemps si c'est grand? Il a une explication assez géographique, on pourrait dire. Il observe que la décadence, l'effondrement, ça commence souvent par les bords, les provinces lointaines. Les périphéries? Voilà. Donc, dans un très grand empire, il y a beaucoup de périphéries. Ça prend du temps pour que tout s'effrite. Alors qu'un petit royaume, ça peut s'écrouler d'un pouce s'il sent très touché. Ça expliquerait aussi pourquoi il dit que c'est si dur de fonder un pouvoir stable dans des régions où il y a plein de tribus différentes et fortes, comme le Maghreb à son époque. Exactement. Si chaque groupe a sa propre asabilla bien ancrée, et qu'elles sont rivales, le pouvoir central est sans cesse défié. Ça crée des révoltes constantes, c'est très difficile de maintenir l'unité. Alors qu'ailleurs, Alors qu'à l'inverse, il prend l'exemple de l'Égypte ou de la Syrie de son temps. Là, selon lui, ces solidarités de clans étaient moins fortes, moins politiques. Du coup, le pouvoir central avait moins de résistance, il pouvait s'imposer plus facilement et plus longtemps. il parle aussi de limites naturelles à l'expansion. Non, mon schlatt. Comme si la force d'une dynastie s'épuisait avec la distance. Oui, comme des ondes dans l'eau qui s'affaiblissent en s'éloignant du point d'impact. Ou comme la lumière qui faiblit. Une dynastie étend son pouvoir jusqu'à ce que sa force, son asabia projeté, soit trop diluée pour contrôler efficacement les marges. Aller plus loin, ce serait se rendre vulnérable. C'est ça, les frontières deviennent fragiles. Et ça souligne aussi la différence capitale entre le centre et la périphérie. Si le cœur tombe, il prend l'exemple des Perses. Quand leur capitale, Ctésiphon, est prise par les musulmans, alors tout l'édifice s'écroule très vite. Mais si c'est juste une province lointaine qui est perdue? Alors là, si le centre reste fort, l'empire peut survivre. Comme Byzance, qui a perdu la Syrie et l'Égypte, mais qui a tenu encore des siècles parce que Constantinople, le cœur, est resté solide. D'accord. Et comment tout ça affecte la nature même du pouvoir? Khaldoun décrit une évolution, du califat vers ce qu'il appelle le moulk. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est une transformation fondamentale qu'il observe. Le califat, dans l'idéal des débuts, c'est un pouvoir basé sur la loi religieuse, sur le consensus de la communauté, avec une certaine austérité. Il cite les premiers califes. Oui, Oumer qui répare ses sandales, Ali qui refuse l'or, même quand il gérait des richesses immenses venues des conquêtes. Le moulk, en revanche, c'est l'autorité royale, le pouvoir politique qui s'appuie plus directement sur la force, sur la contrainte, et surtout sur l'asabilla du groupe qui domine et qui impose sa loi. Et ce passage est inévitable? Pour Khaldoun, oui, c'est presque une conséquence naturelle. Dès qu'une asabilla spécifique, comme celle de la tribu des Omeyyades, devient dominante, elle tend logiquement à revendiquer le pouvoir pour elle-même et à le transmettre héréditairement. Au début, on garde peut-être les apparences, les titres religieux, mais dans les faits, le pouvoir devient de plus en plus séculier, terrestre. C'est le moulk, centré sur la force, l'héritage familial et aussi le luxe. Ah, on y revient. Le luxe et la tranquillité, les fruits du succès, qui deviennent des poisons. C'est ça. Le luxe, il dit, ça ramollit les mœurs. Ça crée des besoins artificiels, ça pousse à dépenser toujours plus, l'État augmente les impôts pour suivre. Et ça pèse sur la population. Oui, ça décourage les gens de travailler, d'investir, ça nuit à l'économie. Et la tranquillité, le fait de ne plus avoir à se battre, ça fait perdre les qualités guerrières du début, l'énergie. C'est ça qu'il appelle la sénilité de la dynastie, le vieillissement. Mais est-ce qu'une dynastie peut lutter contre ça?
contre cette sénilité. C'est une fatalité? Alors il voit bien que certaines essayent. Une stratégie fréquente qu'il observe, c'est de recruter des soldats étrangers. Des mercenaires qui viennent de peuples plus neufs, plus rudes, pour compenser la faiblesse militaire de la dynastie elle-même. Il donne des exemples? Oui, il parle des Turcs qu'utilisaient les Mamelouks ou des dynasties du Maghreb qui faisaient appel à des tribus zénètes ou arabes encore nomades. Mais pour lui, c'est juste un remède temporaire, un palliatif. Ça ne guérit pas la maladie. Non, ça traite le symptôme, la faiblesse militaire, mais ça ne change rien à la cause profonde, la perte de la sabilla originelle et la corruption par le luxe. Une fois que c'est installé, le déclin lui semble très difficile, voire impossible à inverser. Et il insiste sur un autre facteur qui accélère la chute, Mhm. l'injustice. Ah oui, c'est absolument fondamental dans son analyse. L'injustice, et il entend par là beaucoup de choses. Confisquer les biens des gens, mettre des impôts trop lourds ou injustes, forcer les gens à travailler sans salaire, ou même quand le chef d'État se met lui-même à faire du commerce et concurrence ses propres sujets. Pourquoi c'est si grave? Parce que ça détruit la base de tout, l'espoir et l'incitation à l'activité. Si les gens pensent qu'on va leur prendre le fruit de leur travail, eh ben ils ne font plus d'efforts. L'économie ralentit, s'arrête. La civilisation, qu'il appelle la matière de l'État, se dégrade. C'est la ruine assurée. C'est pour ça qu'il dit que la loi religieuse qui interdit l'injustice, c'est pas juste de la morale. C'est aussi une question de survie politique et économique. Préserver la justice, c'est préserver les conditions de la prospérité, et donc la force de l'État. C'est très pragmatique comme vision. Et cette fin de règne, elle s'accompagne souvent d'un isolement du chef, non? Il se coupe du monde? Oui, c'est un autre signe de la phase terminale, de la sénilité avancée. Le souverain perd contact, d'abord avec le peuple, puis avec ses élites, même sa propre famille parfois. Il finit par s'enfermer dans son palais, entouré de quelques favoris, ou pire, complètement manipulé par un ministre tout-puissant, un vizir, qui prend toutes les décisions. Le chef n'est plus qu'une marionnette. C'est ça. Khaldoun cite des exemples de son époque ou un peu avant, les Buyides, certains Turcs, où le vrai pouvoir était exercé par un général ou un ministre. C'est le signe ultime que la dynastie n'a plus de ressort propre, que le contrôle lui a totalement échappé. On voit bien le cycle, la montée grâce à la cohésion, l'apogée avec ses dangers liés au luxe, puis le déclin avec l'injustice, l'isolement. Comment l'organisation de l'État, les institutions, reflètent tout ça? Khaldoun s'y intéresse aussi. Ah oui, il regarde comment les métiers du pouvoir évoluent. Prenez le wazir, le premier ministre ou conseiller principal. Son rôle change énormément. Comment ça? Au début, c'est peut-être juste un aide. Puis ça peut devenir la fonction la plus importante, celui qui tient à la fois l'administration, la plume, et l'armée, l'épée. Mais son pouvoir réel dépend beaucoup de la force du souverain et du moment où on se trouve dans le cycle de la dynastie. Il y a cette tension que vous mentionnez entre l'épée et la plume. Exactement. Au début, quand on conquiert, c'est l'épée, la force militaire qui prime. Puis quand l'empire est installé, stable, c'est souvent l'administration, la plume, qui devient centrale pour gérer tout ça. Et à la fin? À la fin, quand ça commence à vaciller, que l'instabilité revient, eh bien, le pouvoir militaire, qu'il soit celui de généraux ou de mercenaires, a tendance à reprendre le dessus sur les administrateurs. C'est un balancier. Et les autres fonctions? Il analyse aussi le hajib, le chambellan, celui qui garde la porte du souverain. Son importance varie énormément selon les cours et les époques. La police, la shorta aussi. L'administration des finances, le diwan. Il retrace même son origine sous le calife Oumar. Toutes ces fonctions voient leur rôle et leur prestige changer avec le temps. Et au-delà des postes, il y a les symboles, ce qui montre le pouvoir. Tout à fait. Khaldoun est très attentif à ça. Il note l'importance des emblèmes qui sont réservés aux souverains. La musique militaire, les tambours, les étendards, ça a un effet psychologique énorme. Pour galvaniser ses troupes et effrayer l'ennemi. Voilà, le droit exclusif de frapper la monnaie, la sika, avec son nom et son sceau. Ça garantit la valeur, mais ça affirme surtout son autorité économique. Et dans le monde musulman, il y a un symbole très fort. La mention de son nom dans la prière du vendredi, la routba, c'est une reconnaissance publique essentielle de sa légitimité. Et puis, bien sûr,
Le développement de la pompe, des cérémonies, l'usage d'un trône de plus en plus magnifique, tout ça accompagne l'affirmation du Moulk, de ce pouvoir royal qui s'éloigne de l'austérité des débuts. Quel panorama, hein. C'est incroyable. Si on essaye de résumer, on a cette asabiya, cette force de cohésion, qui est vraiment le moteur de tout. Ensuite, ce cycle presque biologique de grandeur puis de décadence, où le succès lui-même, le luxe, mine les bases du pouvoir. Mhm. On voit aussi l'importance capitale de la justice pour qu'un État dure, et comment les institutions, les fonctions, les symboles, tout ça évolue avec ces grandes dynamiques. C'est une pensée d'une cohérence assez remarquable. Ce qui est vraiment frappant, c'est cette vision systémique, oui. Pour Khaldoun, l'histoire, ce n'est pas juste une suite de hasards ou de volontés de grands hommes. Il y a des mécanismes plus profonds, sociaux, psychologiques, qui poussent presque fatalement les groupes humains et leurs États à passer par ces phases. Naissance, croissance, apogée, puis déclin et mort. Et ce déclin, cette sénilité, une fois qu'elle est là, Pour lui, c'est comme une maladie chronique. On peut essayer de la gérer, de la ralentir avec des remèdes temporaires, comme les mercenaires, mais on ne peut plus vraiment guérir. Le mal est fait, en quelque sorte. et ça nous laisse avec une question pour aujourd'hui, peut-être. Cette grille de lecture des cycles du pouvoir, cette analyse des dynamiques de groupe pensée il y a plus de 600 ans, est-ce qu'elle peut encore nous dire quelque chose sur nos propres sociétés, face à nos défis de cohésion, de gouvernance, de pérennité de nos institutions? Est-ce qu'il y a des leçons, ou au moins des échos, à trouver chez Ibn Khaldoun? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse un peu.